Ouais, normalement, c'est bon, hein. Alors, attends. Toi, tu m'entends? Moi, je t'entends. Tu m'entends ou pas, toi? Ok. Vas-y, parle. Non. Ah, je crois que j'ai trouvé. Ouais. Ouais, voilà. C'est sûr que si mon PC il est en muet, j'entends pas, hein. Ah, Euh, grand classique. Mon abruti de PC, quand je branche mon casque, il se met en muet, je sais pas pourquoi. Je faut que je. Ah, Ouais, bon, bref, écoute, c'est pas grave. pratique. Bah écoute, monsieur Plouf, je t'appelle monsieur Plouf ou je dois t'appeler Mathieu? Comme tu veux, ça c'est le truc qui te sort le plus naturellement. C'est Plouf, Mathieu, ce que tu veux. Je sais pas, je verrai ce qui vient naturellement. Ce qui vient naturellement, il n'y a pas de souci. Bon, alors tu tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Monsieur Plouf. Oui, voilà, ouais. Il y a à peu près, si je dis pas de 188 000 abonnés, c'est ça? Oui, ouais, il y en a, ouais, exactement. On en est à Voilà. 188 en ce moment, ouais. Voilà. Tu dépasses souvent les 100 000 vues, c'est sympa. Oui, Ouais, sur c'est la cool. longueur et puis surtout sur les vidéos analyses. Oui, oui, c'est chouette. Oui, 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 Voilà. j'ai beaucoup de chance. Ouais. Donc, YouTuber, jeux vidéo. Je vais expliquer après pourquoi je t'ai invité, parce que les rares personnes qui regardent mes vidéos vont se dire pourquoi est-ce qu'il invite Qu'est-ce qu'il un fout mec. là? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là, l'autre con, là? Est-ce que tu veux expliquer un peu plus ce que tu fais sur ta chaîne ou? Bah, je peux expliquer, ouais. Ça va faire bientôt 13 ans que je suis sur YouTube. Moi, j'avais commencé comme journaliste à la base. Je me suis lancé sur YouTube pour devenir indépendant, essayer de faire mon propre truc à moi, dire les trucs que j'avais envie, etc., de la manière dont je voulais. Donc j'ai principalement, on va dire j'ai trois ou quatre trucs principaux. Je fais les chroniques de Monsieur Plouf qui sont des critiques de jeux vidéo avec un Ouais. format animé, avec un ton très sarcastique, humoristique aussi. Depuis 12 ans maintenant, je fais toutes les animations moi-même. C'est inspiré par une autre série de vidéos qui s'appelait Zero Punctuation parce que maintenant Ouais. Je me souviens. Ouais. enfin bref, ça s'est terminé. Il a relancé une autre série qui est dans le même style. Enfin bref. On fait un podcast avec Pseudoless qui Mmh. s'appelle sobrement Plouf et Pseudo. Où on revient, on discute de jeux. Enfin, on essaie de faire le tour de jeux vidéo qui soit nous ont marqué, soit ont marqué l'industrie, soit n'ont pas marqué personne. Et ça, parfois, c'est encore plus intéressant à faire. Enfin bref, on choisit des jeux et on en discute. Et puis, je fais aussi maintenant des analyses de l'industrie du jeu vidéo. Ouais, ça j'ai vu, c'est des formats plus longs, c'est ça? Voilà, c'est des formats plus longs avec un montage un petit peu qui prend moins de temps, mais avec beaucoup plus d'écriture, beaucoup plus de trucs à Ouais. écrire et beaucoup de recherches pour lesquelles je suis aidé par une de mes modératrices qui s'appelle Léa. Et voilà, c'est à peu près les trois trucs que je fais à l'heure actuelle. Est-ce que j'en oublie un? Des fois, je stream aussi, mais pas des masses parce que ça prend Mmh. beaucoup de temps le stream et beaucoup d'énergie. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout pour l'instant. C'est déjà pas mal. Voilà. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Alors pourquoi je t'ai invité? Eh ben, c'est tout bête en fait. Je crois que j'avais découvert ta chaîne, il y a- bon, c'est un peu vague, peut-être 6 7 ans à peu près. Oui. Et j'avais cliqué sur la miniature et j'entends au générique The Vandals. Oui, bah Et ouais, je me ouais, dis, ouais. putain, c'est bizarre, The Vandals. La meilleure musique Putain. de générique du monde. Ouais. Ouais, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être Offspring, ça aurait pu être. Mais là, Vandals, c'était ciblé, tu vois. Je dis, ah, putain, c'est cool, et, ça fait plaisir. Et j'avais mis en commentaire, c'est cool d'avoir mis Vandals dans le générique. Ah oui, oui. Et t'avais répondu un truc du genre, j'avais essayé Lagwagon, mais s'est fait striker. Enfin bon, bref. Et là, je me suis dit, Vandals et Lagwagon, c'est peu ou prou Oui, mes oui, deux groupes oui, 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 préférés. oui, 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 oui. Je lève les mains au ciel. Oui, tu m'as cerné, tu m'as cerné. Je me suis dit, putain, c'est cool, voilà, ça fait plaisir. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa de t'inviter et qu'on puisse Ouais, bien sûr, parler un peu de jeu évidemment. et de punk rock. Mhm, Donc toi, absolument. tu es suisse, si je dis pas de Oui, bêtises. exactement, ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous dire à peu près comment et quand tu as découvert le punk rock? Alors, moi, je suis né en 82, donc 82. Mmh. Donc, j'ai eu mon adolescence s'est faite pendant les années 90, 90. Donc, en fait, ça s'est fait. À travers l'émergence de tout le mouvement pop-punk, on va dire, c'est-à-dire avec Offspring, Green Day. Ça a démarré avec Offspring et Green Day, comme je pense n'importe qui, parce que c'était les CD, c'était les disques qu'on Comme avait, moi. comme toi, parce que c'était à l'époque, on était tributaire de ce que les maisons de disques sortaient, en fait, dans les grands magasins et dans les chaînes de distribution. Et c'était principalement, en fait, ces groupes-là qui ont vraiment défriché le terrain pour les autres. Donc, moi, ça a démarré avec, je crois que le premier, ça devait être Americana d'Offspring, tu vois, c'était en Ouais. 97, 98.
Et après j'ai fait Green Day. J'ai beaucoup crushé sur Green Day. J'aimais beaucoup. Alors Dookie c'est sympa, mais Insomniac j'aimais mieux, et puis surtout Nimrod. Moi j'étais un gros fan de Nimrod. Je suis toujours un gros fan. J'aime beaucoup cet album. Je le trouve vraiment très réussi. C'est bizarre, j'ai jamais réussi à accrocher à Enfin, il y a des Ouais, morceaux. mais je comprends pourquoi, parce que c'est assez particulier en fait. Chaque chanson est un peu une espèce d'expérimentation un peu étrange comme ça. Et je crois que c'est ça qui m'avait fait crocher. Mais t'as un album comme Insomniac, c'est beaucoup plus Ouais, standard, c'est mon préféré. C'est mon préféré. voilà, moi, je l'aime beaucoup aussi. Et puis à partir de là, commencer à aller dans des trucs un petit peu plus underground, on va dire. Je commençais à avoir des amis, on a commencé à avoir un cercle d'amis, on commençait à écouter ça. Puis à l'époque, c'était comme ça que tu découvrais des trucs. En fait, t'avais un copain qui connaissait un pote, qui connaissait un label, qui connaissait des groupes, qui avaient enregistré une cassette d'un CD, machin. Et puis petit à petit, toujours dans le pop-punk, ça a été sur la scène suédoise avec Millen Collin, Satanic Surfers. Et puis ensuite, on est parti, tu découvres Fat Records, tu découvres Hopeless Records, tu découvres Kung Fu Records, et tu découvres tout un univers en fait qui s'ouvre à toi avec des groupes qui jouent de la musique qui te parle et que tu aimes bien. Ouais. Et c'est parti comme ça, quoi. Après, on est parti sur NoFX, sur Lagwagon. Après, des trucs un peu plus, comment dire, un peu plus underground encore, Against All Authority. Qu'est-ce qu'il y avait, Choking Victim, ce genre de truc, quoi. Voilà, ça s'est fait progressivement en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment un univers que tu défrichais. Et petit à petit, tu découvrais des trucs, tu découvres, oh putain, j'ai encore ça à découvrir, oh mon Dieu, je connaissais pas ça encore. Il y a quelqu'un qui débarque avec un CD, avec une cassette, un groupe qui te parle. Après, ça allait vers le Japon, après, ça allait vers la Suède, après, ça allait vers les États-Unis, etc. Après, tu découvres la scène locale et tout. Donc, ça s'est fait petit à petit, en fait, petit à petit, et c'était vraiment constitutif, on va dire, de mon adolescence jusqu'à à peu près la vingtaine, quoi. On était vraiment complètement là-dedans et c'était notre passion, tu vois, genre vraiment, c'était notre truc, quoi. On en écoutait dès qu'on pouvait, on en parlait tout le temps, etc. À la pause de midi, à la pause après l'école, etc. On allait chez les uns les autres. Je pense qu'on a tous eu à peu près, si tu as mon âge et que tu as été dans la scène punk, on a tous eu à peu près une espèce d'expérience. En fait, similaire, quoi. T'as le parcours classique d'un ado des années 90 qui aime le punk. Oui, rock, absolument, en fait. absolument. Ouais. C'est, à force de discuter avec les gens, j'ai remarqué qu'on a voilà, si t'as 40 ans, c'est ça à peu près? Oui, j'ai 42, ouais. Ouais, j'ai 41, écoute, voilà. Voilà, donc, oui, notre génération, c'est vraiment exactement le même parcours. Green Day, Offspring, après tu creuses un peu, NoFX, voilà, c'est exactement la même chose. Ouais, c'est clair. En France, on a eu la chance. Est-ce qu'il y a eu des magazines punk en Suisse ou pas? Non. En France, on a eu la chance d'avoir, j'ai reçu d'ailleurs dans la dernière vidéo un des rédacteurs de l'époque, un magazine qui s'appelait Punk Rock Mag. Ouais. Et en fait, dedans, il glissait un sampler avec plein de groupes à découvrir. Voilà. Ça a été pour beaucoup de Français de ma génération un magazine qui nous a fait découvrir énormément de groupes. Non, j'imagine, ouais. C'est bizarre qu'en Suisse, il n'y ait pas eu ça. Bon, écoute. Après, tu sais, la Suisse romande, c'était une scène qui était beaucoup plus restreinte. On était encore dans les années 90, c'était pas encore, comment dire, il y avait encore une frontière, tu vois ce que je veux dire? C'était moins évident, Internet était pas encore vraiment là, donc c'était encore plus axé sur les scènes locales. Moi, par exemple, les groupes français, j'en connaissais pratiquement pas, j'en ai pratiquement jamais écouté. Burning Heads, peut-être à un moment, genre parce qu'ils étaient sur Epitaph Europe, si je me souviens bien. C'est eux qui sont importés en premier. Hein. Oui, voilà, c'était un peu les premiers. Ouais. Groupe français. Je sais pas s'ils existent encore d'ailleurs. Ils existent encore. Ok, super. Ouais. Et puis voilà. Mais après tous les trucs français, genre les trucs genre Sale Majesté, Cargols, ce genre de trucs, ça je connaissais pas trop, quoi. Ça c'est surtout la scène des années 90. Ouais. C'est la ligne entre l'alternatif et le punk. D'accord. Après ça c'est plus l'influence qu'on écoute nous, plutôt genre NoFX, Millen Collin, tout ça. Ça c'est plutôt ressenti au début des années 2000 sur les groupes français. Ouais, ok, d'accord. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, d'accord. Ça a plus explosé là. Toi, tu as déjà joué dans un groupe? Oui, j'ai joué dans un groupe, ouais, quand on était plus jeune, on avait un local et tout. C'était rigolo, quoi. Comment il s'appelait le groupe?
Comment il s'appelait? En fait, on n'a jamais fait de concert. Le truc avec les groupes, c'était, en tout cas, je sais pas pour toi, mais c'était de trouver un chanteur, en fait. C'était ça le truc compliqué. C'était de trouver quelqu'un qui avait des trucs à dire, qui osait aller prendre un micro et crier dedans, quoi. Et on n'a jamais vraiment réussi à trouver ça dans notre groupe d'amis. Moi, je faisais de la basse, batterie. On avait même un saxophoniste, un trompettiste, etc. Pour faire du ska. Mais on n'a jamais trouvé de chanteur, en fait. Donc, on faisait des trucs musicaux, etc. Seulement musicaux. Puis après, il faut essayer de t'organiser pour trouver du temps pour faire des répétitions, etc. C'est compliqué. Ça prend énormément de temps. Ouais. Ça prend du temps, ça prend de l'organisation. C'est là que tu vois, en fait, que souvent, les groupes qui ont émergé, en fait, c'est des groupes qui ont eu les étoiles qui s'alignaient, en fait. Parce que C'est ça. Ils souvent, étaient là au bon moment. Ils étaient là au bon moment et ils ont eu les bonnes personnes et ils ont eu le bon local, trouver un local, arriver à coordonner des trucs de répétition, avoir des gens qui sont motivés, qui regardent dans la même direction, etc. Finalement, souvent, tu te dis, en fait, ces gens ont eu de la chance plus que du talent en soi, parce que pour faire du punk, il faut pas forcément énormément de talent, quoique, ça se discute. Mais ouais, voilà, on s'amusait bien. C'est des bons souvenirs que je garde, mais ça a été 2 ans et demi de ma vie, quelque chose comme ça, quoi. Bah, c'est toujours cool. Nous, c'était plutôt les batteurs qui étaient compliqués à trouver. Les batteurs, ouais. Ouais, oui, parce qu'il faut pour jouer rapidement comme ça. Jouer rapidement, puis il faut trouver quelqu'un qui est d'accord de jouer rapidement comme ça, et c'est pas facile. Mais aussi, il faut trouver quelqu'un qui a genre chez soi est capable d'avoir une batterie chez lui pour pouvoir répéter, etc. C'est pas facile, quoi. C'est un instrument compliqué, la batterie. Je sais pas comment c'est maintenant, si c'est peut-être plus facile s'ils ont s'il existe, on va dire, des alternatives, tu vois, aux caisses claires, aux trucs comme ça qui font moins de bruit, qui prennent moins de place, etc., où tu peux quand même jouer dessus. Je sais pas il y a les batteries électroniques. Ouais. Et les batteries électroniques. En général, les batteries électroniques, les batteurs, ils aiment pas trop parce que le rebond de la frappe, c'est pas le même, tout ça. C'est pas le même, ouais. Voilà. Ouais. Après, il y a des pots aussi, des pots spéciales. Je suis pas expert en batterie, mais il y a des pots spéciales qui atténuent un peu le bruit, mais bon, c'est pas non plus. Ça fait quand même du bruit, quoi. Ouais. Ça fait quand même du bruit. Et sinon, en Suisse, le seul groupe suisse que je connais, c'est Head Fuel Monday. Je sais pas si tu connais. Ouais. Je vois ce que c'est, ouais. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je connais pas du tout la scène. Alors écoute, moi je connais plus maintenant la scène. En fait, moi je participais à ça, on va dire, au début des années 2000, quoi, autour des années 2000. Il y avait une petite scène suisse qui s'était installée. Il y avait même un label à Genève. Et je crois d'ailleurs que Hateful Monday était dessus. Attends, ça s'appelait comment? Hannibal Records, un truc comme ça. Je sais pas. Mais Hateful Monday, je crois que c'est ceux qui ont réussi à perdurer, si tu veux, à arrêter après 2 ans. Ils ont fait plusieurs albums, etc. Ils ont continué à tourner. Ça fait au moins 25 ans qu'ils existent. Voilà, exactement. Donc, ils ont réussi à perdurer dans le temps. Et c'est souvent ça qu'il te faut, en fait, arriver à avoir soit un type qui tire avec lui tout le truc, tout le truc. Et si jamais il y a un membre qui part, il arrive à le remplacer, etc. Et qui est assez motivé pour faire perdurer la chose. Parce qu'il y avait, à l'époque, il y avait des groupes comme un groupe qui s'appelait Taste Like Chicken. C'était peut-être le plus connu à l'époque. Je connais pas. Voilà, ouais. Six Rich Dead aussi, c'était, je crois qu'ils ont viré un peu mal. Donc, il y avait aussi, Body Bag, ça s'appelait, ils faisaient du ska-core. C'est du mélange de ska et de hardcore. C'était pas mal, d'ailleurs, ce qu'ils faisaient. C'était des bons musiciens. Donc voilà, on allait souvent, il y avait souvent des concerts qui étaient organisés, tu sais, à scène locale, entrée à l'équivalent de 7-8 euros, bière, etc. Tu avais 3-4 concerts, etc. C'était cool, c'était un peu... c'était sympa, c'est des bons souvenirs. Mais dans la scène actuelle, par contre, je sais pas du tout. Alors là c'est vrai que... Le truc avec la musique, si tu te focalises pas vraiment, si c'est pas ta passion, on va dire entre guillemets, et que tu ne mets pas énormément de ta personne pour continuer à être en relation avec, etc. C'est un truc que tu perds forcément parce que la musique, de manière générale, elle n'était pas destinée à toi qui a 42 ans. Elle est destinée aux jeunes. C'est le moment. La musique, c'est un truc qui est spécifiquement destiné aux personnes qui ont entre, on va dire 12 et 22 ans, quoi. C'est à ce moment-là que c'est très important pour toi, que ça fait partie de ton identité, de la manière dont tu te construis toi-même, en fait. Je pense que je suis totalement d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu as une soif de découverte quand tu es plutôt ado et jeune adulte, qui fait que après, la vie fait que tu n'as pas forcément le temps de continuer à chercher, de découvrir. Et je reste passionné de musique, mais je fais beaucoup moins de découvertes
Oui. qu'à l'époque. À l'époque, l'époque, je voyais un truc nouveau qui passait, j'écoutais. Même Ouais, tout ouais, l'album, ouais. au moins une fois tout l'album, je disais ça me plaît pas. Hmm. Aujourd'hui, j'écoute, j'arrive au refrain, si ça me plaît pas, je laisse tomber, tu vois. Ouais, ouais, je vois, je C'est- vois, je vois. voilà. Donc, Oui. oui, tu as forcément beaucoup moins envie de découvrir des trucs. Et c'est ce biais-là qui fait que souvent on dit c'était mieux avant, alors que c'est pas vrai. Non, c'était pas mieux avant, non. Mais c'était extrêmement. Disons, la manière dont on consommait la musique était extrêmement différente. Déjà, elle était Déjà, ouais. beaucoup plus difficile d'accès. Il faut Ouais. toujours se rappeler ça. C'est-à-dire que l'idée même que tu puisses, tu découvres un groupe, non seulement tu peux aller écouter tout ce qu'ils ont produit de A à Z, du début jusqu'à la fin, gratuitement, Ouais. mais en plus, tu peux aller voir des performances live, des performances en studio, des trucs. Enfin, l'accès, il est incroyable quand tu réfléchis à. Tu peux aller trouver des vidéos de live de groupes de punk de début des années 90, tu vois, avec les mecs, il a filmé ça avec un caméscope et tout. C'est incroyable ça quand tu réfléchis. À l'époque, il fallait avoir le CD. C'était, il y avait une barrière, il y avait un prix d'entrée à la découverte de la musique. Alors, comme tu disais avant, il y avait des démos, il y avait des compilations. On se copiait les trucs, il y avait les mini-disques, il y avait les cassettes, tu t'enregistrais, on se prêtait les CD, etc. Donc c'était vraiment, c'était une autre époque, quoi. Et je pense que c'est ça, c'est pas que c'était mieux avant ou quoi que ce soit, c'était qu'on Non. consommait de manière différente, tu vois. Un Ouais, CD de la musique, ça avait, je dirais, une valeur monétaire. C'était je sais pas, quelque chose, je vais pas dire d'exceptionnel, hein, mais quand on te prêtait des CD, tu savais la valeur que ça avait et tu savais la chance, entre guillemets, que tu avais oui, tu de avais l'objet pouvoir les physique, écouter. mais Voilà. en fait, tu devais faire la démarche d'aller vers la musique pour la découvrir. Alors qu'aujourd'hui, ça vient plutôt à toi, tu vois. Ouais, il y avait les deux. Je pense que, en fait, il y a le principal, je sais pas comment toi tu l'as vécu, mais le principal vecteur de musique à l'époque, c'était MTV. C'est-à-dire qu'il y avait ce truc de MTV qui canalisait absolument pratiquement toute la musique, quoi. Aux États-Unis, c'était un peu différent parce qu'ils avaient les stations radio étaient avaient beaucoup plus de pouvoir. Mais Ouais. en Europe, les stations de radio, elles jouaient de la merde, quoi. Je sais pas, j'ai jamais rien découvert tu vois, d'alternatif à la radio, quoi. Oui. Et MTV, ils avaient comme ça cette capacité de pousser les trucs. C'est eux qui décidaient en fait ce qui allait devenir populaire ou pas en Europe. Concrètement, c'était eux. Et faut bien se rendre compte, je sais pas, 1999, tout d'un coup, t'allumes MTV, t'as Eminem, tu sais pas qui c'est. Ouais. Eminem, c'est qui ce mec? Hi, my name is what? My name. Tiens, c'est marrant. Tiens, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est les Beastie Boys? C'est quoi? Ah non, Eminem, il s'appelle. Ok, d'accord. C'est comme ça que tout le monde a découvert Eminem, tu vois, en Europe. Genre, tout d'un coup, tu allumes la télévision, puis il était là. Du jour, il n'était pas là hier, il est là maintenant. Ils avaient ce pouvoir-là. Et la plupart, en fait, des mouvements de musique alternative, de rock alternatif, n'y étaient pas. On est d'accord. Enfin, je sais pas, Et alors, si il y toi, avait, t'as vécu comme ça. alors, il y avait MTV2 qui passait. C'est venu un peu après, non? C'est pas Ouais, venu un peu c'est après, venu, ça, ouais. enfin, en France, je sais que c'est venu genre 2000-2001, un truc comme ça, Ouais. où il y avait, c'était plutôt axé rock, mais c'était quand même du rock qui était déjà connu, tu vois, ça passait Linkin Ouais. Park, tout ça, tu vois. Voilà. Donc c'est vrai que tu avais du niveau découverte, c'était assez restreint, ouais. Tu devais creuser quand même. Tu devais creuser quand même. En fait, c'était. Après, je pense qu'on peut déjà commencer à faire le parallèle avec le jeu vidéo, parce que à l'époque, quand ma mère elle m'achetait une cartouche de Game Gear de Tom et Jerry, ben j'avais que ça pendant un mois, tu vois. Ouais, J'étais ok, obligé ouais, d'y c'est vrai. jouer Ouais. et je pensais le jeu. Les CD, c'était pareil. Tu achetais un CD, tu arrivais chez toi, tu écoutais le premier morceau. S'il te plaisait pas, tu balançais pas le CD, tu écoutais le reste. Puis à force Ouais. d'écouter, des fois, bon, soit tu accrochais, soit tu accrochais pas. Mais aujourd'hui, comme c'est beaucoup plus facile d'accès, et ça a aussi des bons côtés. Je suis pas en train de. Bien sûr, là, on n'est pas en train de dire que Voilà. c'était mieux avant. Encore une fois, hein, c'est pas Voilà, du tout. c'est juste que c'est différent en fait. Ouais, complètement. Comme aujourd'hui, tu as beaucoup plus facilement accès à des jeux et à de la musique, donc tu es beaucoup moins tolérant et tu es beaucoup moins patient. Enfin, moi en tout cas, je suis beaucoup moins tolérant et beaucoup moins patient quand j'accroche pas tout de suite. Oui, oui, ça, complètement. Moi, c'est vrai que les premiers CD que j'ai eu, genre Nimrod, je sais pas combien de fois j'ai écouté ce CD, mais c'était aussi parce que j'avais rien d'autre. C'était quand même cher un CD comme ça. C'était combien en France? En Suisse, 125 ou 130 francs, c'était à l'époque. ouais, c'était à peu près la même chose en Suisse. Donc ça fait à peu près 30 balles, donc 30 francs suisses. Donc c'était de loin pas une somme négligeable, mais Non. vraiment de loin pas.
T'en avais un. Après, pour les groupes de punk, les labels alternatifs, c'était un petit peu moins cher. Tu pouvais Ouais, tu en avais à moins cher. quand tu allais dans les concerts, etc., c'était plutôt autour des 15-20. Mais ça restait, fallait débourser du fric. Et moi, je sais que pendant quelques années de ma vie, j'ai pratiquement dépensé tout mon argent en musique. Et c'est quelque chose qui ne vaut plus rien maintenant. Tu vois, c'est des CD, je sais pas quoi en foutre parce que j'ai plus de lecteur de CD. Ah oui, les premiers salaires, ça passait dans les CD. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, je commandais par correspondance parce que j'habite en Corse, moi. Je suis en Corse. T'es en Corse, ok. Ouais, je suis en Corse. Il n'y avait pas du tout de magasin. Enfin, il y avait des disquaires, mais voilà, tu trouvais un CD d'ACDC. C'était maximum. Voilà, si tu voulais un album de punk, il fallait commander. Fallait commander. Non, les commandes. Je le commandais sur. C'était un magasin qui est spécialisé dans la musique punk. Mm-hmm. Donc je l'appelais au téléphone et je lui disais qu'est-ce qui sort ce mois-ci, qu'est-ce que tu as. Et je commandais comme ça les CD. Donc c'était encore plus. Ça demandait encore plus d'efforts que de descendre de chez soi et d'aller à la boutique. Il fallait commander. Ouais. Tu pouvais commander. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on commandait directement auprès des labels, en fait, des labels alternatifs. Tu sais, ça, à l'époque, je savais même pas que c'était possible à l'époque. Ouais, nous, on avait vite découvert ça. Alors, encore une fois, c'est un ami qui l'avait fait. C'est là, tu peux commander. Ah ouais, directement. Puis c'est vrai qu'il y avait écrit souvent au dos des CD, si tu veux des trucs, n'hésite pas à commander chez nous, machin, avec le. Ouais, c'était le début d'Internet. Ils avaient des. Suivant comment tu trouvais un catalogue, ou alors ils avaient une vieille page Internet, machin. Et on a fait des commandes. On a fait des commandes à Hopeless Records, à Kung Fu Records. Tu pouvais aussi commander, tu sais, des sweatshirts, des petits pulls, des t-shirts, etc. Donc on a commandé tout ça. C'était sympa, c'était une aventure, tu vois, genre, est-ce que ça va arriver? Bah oui, c'est arrivé. À chaque fois, c'est arrivé. Moi, j'ai déjà écrit au groupe eux-mêmes pour commander des CD. C'est vrai. Ouais. Et ça a fait quelque chose? Ah putain, ça c'est sympa quand même, ça c'est sympa. Ouais. Bah, c'était des groupes français. Hein. C'était des groupes français. Hein. Ouais, mais même, tu vois, même. Ils répondaient, envoyaient les CD, c'était sympa, ouais. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des groupes français que tu écoutes et que tu aimes bien, qui chantent en français? Hein? Mais qui chantent en français, pas tellement. Attends, j'essaie de réfléchir. Les seuls que je connais un petit peu, c'est les Fatal Picard. Ouais. C'est assez chouette le truc. Attends, c'est quoi le chien comment elle va cette chanson, le truc avec le punk à chien, Ouais, je la connais pas ça. J'en connais quelques-unes, mais pas celle-là. Ouais. Mais autrement, non, en fait, les trucs. Goldorak est mort. Tu la connais, Goldorak est mort? Celle-là, je la connais pas, non. Ouais, tu l'écouteras après, elle est rigolote. Mais malheureusement, pas trop, en fait. Ça a toujours été très. Des trucs américains, en fait. Encore une fois, moi, j'ai pas découvert énormément de groupes ces 20 dernières années, mais j'en ai découvert, et tous ceux que j'ai découverts, en fait, étaient américains, en fait, américains, quoi. Ouais. Bon, moi aussi, le gros que j'écoute, c'est vrai que c'est américain. Mais il y a pas mal de groupes. Je te ferai une liste des groupes français. Et très volontiers, très volontiers. Même qui chantent en anglais, si le français te rebute. C'est pas que ça me rebute, non, du tout. C'est vraiment juste une question de source, en fait, de où par où tu fais tes découvertes, etc. Donc, moi, souvent, tu suis un groupe, je sais pas, par exemple, moi, Days and Days, Leftover Crack, ils postent un truc sur les réseaux. On fait, on est en tournée avec eux, alors tu vas voir eux, et puis, eux, c'est bien sûr des Américains, puis t'écoutes, puis là, c'est assez cool et tout. Des fois, tu trouves, je sais pas, par hasard, comme ça, tout d'un coup, tu perds ton temps sur Facebook, puis tout d'un coup, il y a un post sur un truc de punk. Qu'est-ce que j'ai découvert dernièrement? Les Lambrini Girls, par exemple. J'ai découvert ça par hasard dernièrement. C'est trop bien. J'aime moins en CD, mais en live, c'est absolument génial. Donc voilà, en fait, c'est comme ça que je fais les découvertes. Et puis, les réseaux, les groupes que je connais sont américains, donc forcément, en tout cas, je chante en anglais ou sont anglais, donc forcément, ils promeuvent des potes à eux, etc. Donc c'est comme ça que je connais les groupes. Donc j'ai pas le réseau français, en fait. Je pense que c'est pour ça que j'en connais pas, tu vois. C'est pas que ça me rebute du tout, en fait. Non, pas du tout. Ouais, non, mais je te pose la question parce qu'il y a beaucoup même de Français qui n'écoutent pas du punk chanté en français parce qu'ils n'aiment pas le chant français. Qu'ils n'aiment pas le chant français. Ouais, bien sûr. Non, alors ça, c'est pas du tout un problème. C'est pas à cause de ça. Non, pas du tout. Non, souvent quand c'est écrit en français, c'est souvent. Enfin, je sais pas. Il y a une manière, on va dire il y a une manière d'écrire des paroles en français qui est très ah oui, c'est pas du tout spécifique. C'est pas la même manière d'écrire. Non, bien sûr. T'as toujours cette influence t'as toujours cette influence de Brassens, toujours à faire des jeux de mots, à faire des espèces de. Si ça, c'est toujours cette espèce de langage un peu compliqué. Moi, j'aime bien ça. Mais c'est juste que je connais pas, en fait. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, tu t'intéresses surtout à l'énergie musicale du punk ou le côté revendicatif politique a aussi compté pour toi?
Ah, les deux, ouais, les deux. Les deux sont essentiels. Oui, oui. Après, ça veut pas dire que tous les groupes doivent avoir l'un ou l'autre ou les deux, etc. On est Je m'en d'accord, fous ouais. en fait. Tu arrives avec ce que tu veux, pour moi, le punk, pourquoi j'aime ça vraiment, c'est que c'est une musique qui délivre une énergie qui est sans comparaison, quoi. C'est capable de te revigorer, enfin voilà, c'est une musique que je trouve extraordinaire. Et puis, bah, souvent derrière, les gens, c'est une musique où les gens ont des choses à dire. Et ça, j'aime bien. T'as quand même un regard sur le cool. monde et des trucs à proposer. Voilà, regarde qu'est-ce que tu as à dire sur le monde, qu'est-ce que tu as à dire sur la société, etc. Ça, c'est des trucs qui ont été. Enfin, moi, je me suis nourri de ça quand j'étais, on va dire, adolescent et jeune adulte. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que, en fait, pas mal de débats sociétaux qu'il y a actuellement à grande échelle, en fait, c'est des trucs dont on causait déjà dans les années 90, quoi. Enfin, c'est des trucs, pour moi, n'étaient pas du tout nouveaux, tu vois, toutes les questions de genre, toutes les questions d'alimentation, véganisme, etc. C'est des questions qu'on se posait quand on avait 17, 18 ans. Ouais, j'ai des copains qui sont devenus véganes, etc. Tu as un groupe comme Propagandhi, en fait, toutes les questions qu'ils posaient dans les années 90, ben, maintenant, c'est des trucs qui sont mainstream. C'est intéressant. C'est des trucs centraux, ouais, bien sûr. Ouais. Et c'est des trucs auxquels, moi, on a déjà réfléchi. Donc, quand ça a débarqué dans le débat public, j'étais là, ah, tiens, c'est public maintenant, tiens, c'est un truc mainstream. C'est intéressant, en fait. C'est intéressant. J'aurais jamais pensé que ça devienne quelque chose de culturellement central à la société dans laquelle on vit. C'est intéressant, quoi. Alors, autre question. En tant que youtubeur, tu fais tout toi-même? Écriture, montage, voix, etc. Si je me trompe pas. L'écriture aussi, tu fais tout toi? Oui, c'est tout moi. Mais en fait, Léa m'aide sur certaines vidéos à écrire. Ma modératrice m'aide sur certaines vidéos pour discuter, etc., me dire si je fais fausse route, etc. Mais globalement, ça reste quelque chose que je pilote. La majorité des trucs, c'est moi qui les fais, quoi. Ok. Est-ce que tu trouves que ça rejoint un peu l'esprit do it yourself du punk, de faire comme ça? Un petit peu, ouais, un petit peu. Je pense que ça rejoint l'esprit foutez-moi la paix, en fait. Foutez-moi la paix avec vos conneries de machin. Alors, je fais pas tout ça, mais j'utilise YouTube, etc. C'est des outils. Tiens, Google, forcément. etc. C'est des outils. Bien sûr, ouais. Mais ça a toujours été une manière pour moi de faire mon truc comme je le voulais, si tu veux. C'est comme ça que je le voyais, en fait. Avec mes valeurs, avec ma machin, et puis essayer de regarder où est la limite entre à gagner sa vie, être fidèle à tes valeurs, etc. Ça, c'est des questions que je me suis toujours posées, mais ça a toujours été le moyen de pouvoir décider par moi-même. Tu vois, je suis le pilote de mon bateau et je vous emmerde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ça rejoint cet aspect-là. Moi, disons, tout ce qui est punk, toute l'identité punk, on va dire, des années 90, c'est constitutif de ma personne. Ouais. Je peux rien faire là contre. C'est comme ça. À la base, le do it yourself, c'est surtout les groupes, les maisons de disques qui voulaient pas les sortir, ils se disent bon, on va le faire nous-mêmes. On va le faire nous-mêmes. Voilà, fais-le. Si tu te plantes, tant pis. Si ça réussit, tant mieux. Puis voilà. Tant mieux, ouais. Oui, c'était ça l'idée, quoi. Vous voulez pas sortir notre musique, on va la sortir nous-mêmes. Et on va trouver nos propres réseaux de distribution, et on va trouver nos propres réseaux de fabrication, etc. On va trouver nos propres studios d'enregistrement, machin. On va se démerder, et on va faire ça comme on l'entend. Et voilà, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je pense que toi aussi, je pense que n'importe qui a vécu cette période-là. Ça me parle. Après, je trouve que certaines personnes qui aiment le punk, certains punks, et je pense qu'il irrige un peu trop ça devient un dogme, le do it yourself, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, si un jour quelqu'un, je sais pas moi, j'ai n'importe quoi, fait un financement participatif, ah non, c'est pas bien, tu peux c'est le faire pas bien, toi-même. il faut être pauvre, il faut vivre dehors. Oui, je sais. Il y avait déjà eu ces questions-là, moi je me souviens dans les années 90 quand Green Day avait signé sur un major, c'est assez connu qu'ils avaient eu beaucoup de problèmes avec la scène alternative dont ils faisaient partie. Green Day, c'est un gigantesque groupe, mais qui vient de la scène de San Francisco à la base. Oui, ils jouaient dans des bars, bien sûr. Ouais, voilà. C'est ça. Après, les Ramones étaient sur une major, les Sex Pistols aussi, donc. Bien sûr, c'est un discours qui est compliqué. Et c'est surtout, c'est pas un dogme idéologique. Tu vois, t'es pas là. C'est un moyen pour toi de mener ta barque en fait. Et pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Tu mènes ta barque comme tu le veux en fait. C'est une boussole. Voilà, tu as tes valeurs. Est-ce que tu sais lesquelles elles sont? Est-ce que tu es capable
Oui, de les gérer toi-même, à quelle quel point tu peux concession, t'en éloigner, etc. voilà, Quelles c'est ça. concessions. Quelles C'est ça, tout concessions ça, tu es prêt à faire, où elles sont tes limites. Et tant que c'est sincère, moi, ça me pose pas de problème. J'avais fait toute une vidéo dessus, donc je vais pas y revenir sans temps, mais oui, voilà. Sur ça, on est d'accord. Penses-tu que les jeux comme Tony Hawk's Pro Skater, Crazy Taxi ou encore Burnout ont contribué à faire exploser le punk rock à la fin des années 90, début 2000? Alors, absolument. Parce que moi, j'ai beaucoup, mais alors beaucoup de potes. Ouais. Quand je leur faisais écouter des groupes, ils me faisaient ah non, moi j'aime pas trop. Et puis au début des années 2000, quand ils ont commencé à jouer à plein de jeux vidéo, ah c'est pas mal en fait. Non, alors oui, en fait, moi, si tu veux, c'est tombé comme. C'est tombé. Surtout Tony Hawk, en fait. Le reste, un peu. Mais Tony Hawk, c'est tombé. Tu peux pas plus au bon moment. Parce que c'était. Moi, j'ai commencé à vraiment à découvrir le punk aux alentours de 98, 99, donc 98, 99. Et puis Tony Hawk, il est tombé en automne 99 justement. Et tout d'un coup, tu lançais un jeu vidéo. Encore une fois, on en revient à cette idée que le vecteur de musique, c'était principalement MTV. Et tout d'un coup, surtout en Europe, et tout d'un coup, tu lances un jeu vidéo et dedans, tu as Suicide Machines, Vandal, Suicidal Tendencies, Goldfinger et tout. Et tu lances ça et moi, ça te pétait le cerveau. T'es là, mon Dieu. Ouais. Parce que t'étais pas habitué à avoir ce genre de musique dans un produit de consommation. Ça n'existait pas, à la limite, tu vois. Donc, tout d'un coup, tu lançais ça et c'était le bon moment. On était les bonnes personnes. Le bon moment, c'était vraiment un phénomène culturel, Tony Hawk. Enfin, de mon point de vue, c'était le truc qu'on voulait, tu vois, au moment où on voulait. Il est tombé exactement pile au moment avec les bons trucs à l'intérieur. Mais il y a des groupes qui ont grossi grâce à Tony Hawk. Absolument, oui. Goldfinger avec Superman, c'est grâce à Tony Hawk. Et Lagwagon avec May 16, pareil. Pareil, c'était dans le 2 ou le 3, je ne sais plus. Mais oui, moi j'ai découvert, Suicide Machines avec Tony Hawk. Et le CD sur lequel est leur chanson, là, qui s'appelle Destruction by Definition, ça reste un de mes CD préférés. Je l'écoute encore régulièrement maintenant. Depuis, ça fait plus de 25 ans que je l'écoute, quoi. C'est un CD que je connais par cœur, que je trouve il est trop bien. Donc, et j'ai découvert ça à travers ça, quoi. Tu découvres, ah putain, qu'est-ce que c'est ce groupe, etc. C'est trop cool. Il y a un pote qui dit, ah ouais, ça s'appelle Suicide Machines. J'ai un pote qui a le CD. Putain, tu peux prêter, copier, machin, et puis c'est parti comme ça, quoi. Ils avaient fait un bon boulot parce que c'était vraiment des groupes. Il y avait des groupes de niche dedans. Hein. C'était pas que des gros groupes. Mais il me semble même, c'était pas Tony Hawk lui-même qui avait fait la soundtrack. Enfin, en tout cas, je sais il me semble qu'il avait participé à la soundtrack. Je crois qu'il était. C'est pas impossible. Il aime bien cette scène-là et je crois que, en tout cas, c'était lui qui devait donner son accord. Un truc comme ça. Mais oui, ils avaient fait ils avaient parfaitement. Très bien ciblé. Très bien ciblé la chose, quoi. Voilà. Moi, j'ai découvert Bad Religion quand j'avais 17 ans en jouant à Crazy Taxi. Oui, c'est clair. Bon, je connaissais déjà Offspring, mais Bad Religion, je connaissais pas et j'ai découvert. Et donc oui, c'est comme tu disais tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup d'options et les jeux vidéo, ça en faisait partie. Ouais. Le gatekeeping de la musique alternative, il était gigantesque. Donc tout d'un coup, comme ça, quand tu as une espèce t'as la fenêtre qui se brise, quoi. Il y a ça à l'intérieur de ça. Putain, c'est trop bien. Tony Hawk Pro Skater, je pense que c'est... peut-être que j'idéalise parce que ça me l'a fait à moi, mais des fois, je jouais juste pour écouter la musique. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Je me disais, je vais les lancer pendant un quart. Et je faisais tourner la playlist et jouer, c'était presque secondaire. C'était pour écouter la musique, quoi. Ah là, t'écoutais la musique, ouais. Absolument. Avant, il n'y avait pas Spotify, tu pouvais pas lancer la playlist. Non, et puis encore une fois, ça veut pas dire, c'était pas parce que tu avais les groupes à l'intérieur que tu découvrais les chansons, etc., que tu avais accès aux albums. Exactement, oui, bien sûr. Tu vois, ça fonctionnait pas comme ça à l'époque. Donc tu avais ces chansons-là à l'intérieur de ce jeu-là. Donc, il fallait jouer au jeu pour écouter les musiques. Donc, tu jouais au jeu, quoi. Surtout que s'il y avait une quinzaine de chansons que tu aimais bien, si tu achetais les 15 albums, ça faisait cher, tu vois. Ça faisait cher, ouais. C'était pas possible. Donc, est-ce que tu as déjà eu envie de faire une vidéo dédiée à une bande originale de jeux vidéo? Comme faire un gros focus musical, en fait, et si oui, laquelle? Pas tellement, en fait, pas tellement. Mais je trouve que c'est ce qui manque un peu sur ta chaîne, parler de musique dans les jeux vidéo. Parler de musique dans les jeux vidéo, ouais. Bon, après, c'est peut-être hors sujet, je sais pas. Mais... Non, mais je pense que tu as raison. C'est vrai que j'en parle très peu. C'est un élément important, la musique dans les jeux vidéo, quand même. En fait, le truc avec YouTube, c'est que moi je mettais beaucoup de musique de musique punk à la fin de mes vidéos, quoi. Et j'aimais beaucoup ça parce que ça permettait de te faire découvrir il y a plein de monde qui a découvert des groupes grâce à moi, quoi. Enfin, ils disaient, ah putain, je connaissais pas Days and Days,
Morning Glory, Leftover Crack, tous ces trucs. Donc, merci de m'avoir fait découvrir ça. Le problème, en fait, c'est que toi, tu parles de musique sur ta chaîne. Oui. Je pense que tu es bien placé pour savoir que c'est probablement le truc le plus difficile à faire sur YouTube, parler de musique, parce que c'est un slalom entre les trucs de copyright. C'est encore pire que le cinéma, quoi. Non, mais je sais que je monétiserai jamais mes vidéos à cause de ça. Ouais, voilà. C'est difficile de parler de musique, mais pour répondre à la question, qu'est-ce que je pourrais je peux faire peut-être faire une vidéo sur David Wise. C'est un compositeur que j'aime beaucoup. Il a fait il est surtout très connu pour avoir fait les Donkey Kong Country 1, 2 et 3, mais il a fait d'autres trucs. C'était un compositeur qui a été ultra prolifique, etc., et qui a un style qui est ultra reconnaissable. Et je suis dans un coin de ma tête, je me dis, tiens, je pourrais faire une vidéo sur lui, rétrospective. Je sais que le type est très gentil et très, comment dire, il répond facilement quand tu lui demandes et tout. Donc, pourquoi pas? Dans un coin de ma tête, j'ai cette idée-là, mais c'est dans un coin de ma tête, comme beaucoup de choses. Uematsu, non? Ça me parle moins. En fait, pendant longtemps, je pensais qu'il avait écrit la BO de Chrono Trigger, alors qu'en fait, c'était pas lui. J'adorais la BO de Chrono Trigger. Pour moi, elle est géniale, la BO de Chrono Trigger. J'ai découvert qu'en fait, c'était pas lui, en fait. Enfin, qu'il a un peu participé, mais je crois qu'il était malade à l'époque. Il avait dû se mettre en retrait, et c'était un autre nouveau venu, dont j'ai oublié le nom malheureusement, mais qu'il avait écrit. Et voilà, mais ouais, dans les compositeurs, David, ouais, peut-être un jour faire quelque chose sur lui et son style et sa manière de faire, etc., que je pourrais trouver intéressant. Ah oui, elle est un peu longue celle-là de questions, désolé. D'accord, on s'accroche. Attention. Comme dans le cinéma, où les blockbusters des 20 dernières années se sont souvent fermés dans des formules destinées à plaire à tout le monde, sans vraiment satisfaire personne, penses-tu qu'à l'avenir, on devra se tourner vers les jeux indépendants ou AA, comme Expedition 33 par exemple, pour trouver des vraies innovations ou des réflexions profondes sur le média? Et comment le faire évoluer? En gros, est-ce qu'il faut se tourner vers les petits jeux pour espérer avoir quelque chose pour espérer un renouveau? Je dirais pas forcément, mais oui, c'est là. En fait, c'est là. C'est des catégories de budget, c'est des personnes derrière qui peuvent plus se permettre de prendre des risques, en fait, et plus se permettre d'avoir des aspérités artistiques. Ils ont moins de cahiers des charges à remplir, tu vois. Souvent sur les AAA, tu vois, tu le sens, le cahier des charges. Il nous faut ça, 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 il nous faut ça. Pas toujours. T'as toujours un jeu comme, je sais pas, tu vois, le Zelda Tears of the Kingdom il y a 2 ans, que moi j'avais trouvé exceptionnel et qui poussait vraiment les spécificités du jeu vidéo plus loin que, enfin, tu voyais que ça a essayé de repousser en fait les limites. J'ai pas réussi à accrocher. T'as pas réussi à accrocher. Je peux comprendre. Je suis un gros fan de Zelda. Ouais. J'ai adoré Breath of the Wild. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux de ces 20 dernières années. Mon jeu préféré, c'est sûrement Ocarina of Time, sûrement pour des raisons nostalgiques, parce que voilà, c'est le premier Zelda que j'ai terminé. Mais celui-là, Tears of the Kingdom, je comprends tout à fait qu'on puisse adorer, parce que les possibilités sont folles, tout ça. Mais je trouve qu'il y a moins de magie dans celui-là. Peut-être le fait de se retrouver dans le même monde. Se retrouver dans le même monde, ouais. Et je trouve qu'il est sorti trop tard par rapport à Breath of the Wild pour je vois. Je peux comprendre. S'il était sorti peut-être 2 ans, 3 ans après, ok, mais là c'était long et j'ai pas eu enfin je sais pas comment expliquer ça, mais j'ai pas la manette elle m'est tombée des mains au bout de 8 heures, j'ai laissé tomber quoi. Ouais, je comprends. Mais on peut prendre aussi Breath of the Wild comme exemple, hein. C'est aussi un jeu avec un énorme budget de développement, 50 développements, 200 personnes derrière dans la core team, etc. Donc, pas forcément. Encore une fois, c'est pas toujours le cas, mais après, oui. Je te pose une question, j'arrête pas de te couper, excuse-moi. Non, mais tu as raison sur ce que tu dis. Il y a toujours des exceptions. Mais pour refaire le parallèle avec le cinéma, tu as aussi des exceptions dans le cinéma. Tarantino, Spielberg, ils font des films hyper chers, mais ils font ce qu'ils veulent parce que ils ont toujours cassé la baraque, tu vois. Ouais, ils ont un nom, quoi. Zelda, ils ont toujours cassé la baraque, tu sais que voilà. Mais je pense que si tu regardes plus généralement, après, je peux adorer moi, je prends du plaisir à jouer à des Assassin's Creed, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais je sais que quand je vais jouer à Assassin's Creed, je sais à quoi je vais jouer, je sais à quoi m'attendre. Tu vas voir un film Marvel, quoi. Enfin, c'est un peu le même délire.
Ouais. Ouais, je pense que la catégorie, surtout, moi, la catégorie AA m'intéresse beaucoup actuellement. Tout ça. Déjà, de un, parce que elle a une catégorie de prix, elle a pris maintenant la catégorie de prix des 40 à 60 euros, que moi, je trouve enfin, au-delà des 60 euros, je commence à être là. Vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que Est-ce vous que êtes vous êtes certain? sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Donc de 40 à 60, des équipes plus réduites, il y a une aspérité artistique un peu plus poussée, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois ce sera des chefs-d'œuvre, mais c'est souvent intéressant. Tu as souvent une idée derrière, hein, une volonté Ouais. derrière que tu peux ressentir encore. Tu parlais d'Expédition 33, voilà, ça c'est un bon exemple. Maintenant, tu as le contre-exemple qui peut être un jeu comme Mind's Eye, dont tu n'as peut-être même pas entendu, enfin peut-être tu as entendu parler. Non, pas du tout. Pas du tout. Le jeu qui a été fait par le studio de l'ancien lead game designer de GTA V, Leslie Benzies, et qui s'est ramassé une sortie catastrophique, qui n'était pas finie, etc. Enfin, les gens ont demandé des remboursements et tout. Donc, c'est pas un gage de qualité encore. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, c'est pour moi personnellement, c'est un gage d'intérêt. Ouais. Je suis là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur ce jeu? Parce qu'ils ont pas besoin de foutre des microtransactions, ils n'ont pas besoin de foutre des barres d'XP qui se remplissent dans tous les sens, etc. Ils peuvent Il y a une aller vers quelque proposition. chose Il y a une proposition. de plus personnel, on va dire ça comme ça. Et ça ne veut pas dire que ce sera super bien, mais pour moi qui consomme beaucoup de jeux vidéo et mon job c'est critique de jeux vidéo, c'est des propositions qui me parlent forcément plus, quoi. Sans côté l'un après le jeu indépendant qui là en fait mon problème tout simplement c'est que il y a tellement de propositions en fait on parle de centaines voire de milliers de jeux chaque année que j'ai du mal à suivre, voilà, tout simplement. Mais alors que c'est mon job, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui défrichent le terrain. Pseudoless par exemple, mon pote avec qui je fais le podcast est beaucoup plus dans cette idée-là. Il va voir les démos, il va voir les Steam Fest, etc. Donc, il défriche énormément et il regarde ce qu'il trouve. Et c'est super qu'il y ait des gens qui fassent ça. Mais moi, j'ai du mal, en fait, à suivre avec le marché du jeu indépendant, tout simplement, quoi. Après, c'est des questions pratiques, c'est le temps. Il faut du temps pour faire tout ça. On en revient toujours au temps. Exactement. Oui. Exactement. Ouais, moi, le problème, c'est que j'ai de moins en moins de temps de jouer. Mm-hmm. Donc, ça fait, on va dire, à peu près plus de 15 ans que je deviens un joueur très occasionnel. Ouais. Donc, je sais que j'ai pas le temps, donc je sélectionne bien les jeux auxquels je vais jouer. Voilà. Et je sais qu'il y a pas mal de jeux que je vais pas. J'aurais peut-être fait il y a 15 ans, mais je fais, par exemple, Avatar. Avatar, par exemple, le jeu Avatar. Je sais que je le ferai jamais. Pourtant, j'aimerais bien être testé parce que j'adore le film Avatar. Tu vois, il y a plein de jeux comme ça où je sais ce qui va se passer, je sais à quoi m'attendre. Du coup, je laisse tomber et je préfère tenter des petits trucs, voilà, comme Expedition 33. J'ai pas encore joué, mais. Tu vois, après, il y a l'autre problème, c'est que les jeux se veulent de plus en plus longs, surtout en format AAA. Il faut qu'il y ait du contenu, et puis tu as ce paradoxe, en fait, ça devient de plus en plus cher, de plus en plus long, mais toi, tu as de moins en moins de temps, en fait. Donc, forcément, si c'est pour t'acheter un jeu à 80 balles, le lancer et jouer pendant 4 heures, et puis après l'oublier parce que tu as d'autres trucs à faire, t'as vite compris là, tu le fais une fois, ça, tu le fais peut-être 2 fois, mais à la 3e fois, tu commences à te dire, ouais, bon, peut-être que j'ai des meilleurs trucs à acheter avec ça, quoi. Et à l'époque, je pouvais jouer 200 heures à un jeu. Maintenant, c'est fini. Par exemple, Witcher 3. Je l'ai recommencé 3 fois ce jeu. La première fois, quand il est sorti, j'ai joué. Au bout de 40 heures, j'ai dit bon, c'est génial, mais je peux plus. Ouais. Quelques années après, j'ai retenté. Et là, dernièrement, j'ai retenté. À chaque fois, arrivé à 40-50 heures, j'y arrive plus. Et pareil pour Elden Ring. Elden Ring arrive à 60 heures, j'ai rushé pour terminer parce que j'en avais marre. Je peux plus jouer à des jeux trop longs, j'y arrive plus. Il faut pas. À mon avis, je suis peut-être devenu un vieux con, je sais pas. Non, mais pas du tout. Mais après, on en revient à cette idée qu'il y a de plus en plus de propositions, c'est de plus en plus accessible, etc. Comme la musique, tu l'as dit toi-même avant. Maintenant, tu lances un CD, si les 3 premières chansons te plaisent pas trop, il y a d'autres musiques à découvrir, etc. Donc, dans le jeu vidéo, c'est la même chose. Un jeu comme Elden Ring, il faut pas, je sais pas comment dire, il faut pas avoir mauvaise conscience. C'est pas forcément une mauvaise chose de laisser tomber un jeu quand t'en as marre. T'es pas obligé d'aller au bout. Ouais. Tu vois, c'est pas une formalité. Moi, Elden Ring, j'ai pas été jusqu'au bout. J'ai beaucoup aimé Elden Ring. J'ai beaucoup aimé les 55 heures, 60 heures que j'ai passé dessus, mais je suis pas du tout allé au bout. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Et j'étais là, ok, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu ce que je voulais dans l'expérience Elden Ring. J'ai bien aimé. Je passe à autre chose. Voilà, je passe à autre chose sans regret et sans rancune. On peut se poser aussi la question de pourquoi faire si long? Parce que Elden Ring, par exemple, on reste sur l'exemple d'Elden Ring, mais ça peut être plein de jeux.
arrivé à 40 heures de jeu, tu sais que ton perso, il est fait. Tu vas te battre de la même manière encore pendant 20 heures. Donc, les combats sont moins intéressants. À quoi ça se vérifie dans les RPG aussi. Pourquoi tous ces combats? En fait, le jeu, il dure pas vraiment 80 heures, il dure 40 heures quand tu enlèves tous les combats inutiles. Tu vois. Ouais, moi je pense que de un, il faut justifier le prix de vente et de deux, il faut du contenu pour. T'espères que ton jeu a marché et comme ça, les streamers, ils auront du contenu pour le passer sur Twitch. C'est un peu un cercle vicieux en fait, le truc de la durée de vie et le truc du contenu, parce que. Il faut qu'on fasse plus cher, donc, mais les gens, ils veulent que ce soit justifié, donc il faut plus de contenu, ils veulent avoir un certain nombre de temps, mais en même temps, les gens, ils ont de moins en moins de temps. Enfin, c'est assez paradoxal et difficile à comprendre, mais ouais, un jeu, on en parlait, un jeu comme avant, un jeu comme Chrono Trigger, c'est 20 heures. C'est ça. On pourrait avoir plus de jeux comme ça, s'il vous plaît, parce que ça, c'est bien. Voilà. Oui, les gens s'en souviennent encore, c'est devenu culte alors que ça durait que 20 heures. Donc, Après, ça dépend des styles de jeu. Tout le monde se souvient de Street of Rage 2 et tu le finis en 4 heures, quoi. Et encore, si tu arrives jusqu'au. C'est même pas 1 heure, Street of Rage, c'est juste qu'il fallait recommencer, etc. Parce qu'il fallait. Oui, j'ai dit 4 heures, mais parce que mon souvenir. Non, mais tu as raison, diffus, tu as raison. T'as raison, c'était 4-5 heures en recommençant plusieurs fois, etc. Ces beat'em étaient comme ça, mais oui, voilà, c'était. Après, c'était une autre époque, c'était une autre manière de consommer, de faire le jeu vidéo, quoi. Oui, ça, mais oui, sûr. en tout cas, vraiment, l'idée, il faut pas, c'est pas grave si tu laisses tomber un jeu que tu as pas fini. Moi, j'ai jamais fini Breath of the Wild non plus. C'est pas le but. De ce que je ressentais, le but, c'était pas d'aller le terminer, d'aller à Ganon et de le buter. C'était pas ça. C'était d'extraire tout ce que tu pouvais de tout ce qui était proposé, etc. et d'extraire tout le fun qu'il y avait sur l'interactivité et sur les possibilités. Et puis au bout d'un moment, t'en as marre. Tu passes à autre chose, quoi. Ça dépend le format, mais les formats, ils évoluent. Et comme tu disais, et je suis d'accord avec toi, en ce moment, c'est la durée de vie qui compte énormément. Absolument. Alors, voilà, faut vendre les combien de temps est-ce qu'il va falloir que j'investisse là-dedans? Voilà, exactement, voilà. c'est ça. Ouais, complètement. Mais même au niveau de la musique, les formats, ils évoluent. Aujourd'hui, le format album n'a plus trop de sens. Avec les plateformes de streaming et tout. Voilà. Et si tu regardes même les gros groupes, pour rester dans le punk, un des plus gros groupes de pop-punk, c'est Blink 182. Ils ont sorti un album il y a 2 ans, je crois. Ils avaient quand même sorti 5 singles avant que... Enfin, il y avait la moitié de l'album avant qu'ils sortent l'album, tu vois. Tout ça pour être dans des playlists sur les trucs de streaming, voilà. Donc même le format album, il commence à disparaître dans la musique. Ça a plus trop de sens. Oui, ça a plus trop de sens. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est vrai que moi, je consomme pas tellement de la musique à travers les albums de streaming, en fait. Les plateformes, ok. Et oui, c'est vrai qu'en fait, le format album, en fait, l'idée que tu prends des musiciens qui vont dans un studio d'enregistrement très cher et un truc de privilégié où ils restent pendant 4-5 mois à se prendre la tête, à essayer de... c'est plus comme ça que ça fonctionne, la musique. Tu l'as fait depuis la maison. Enfin, tu peux avoir une qualité sonore équivalente à ce que tu avais au début des années 90 chez toi, avec des trucs que tu as commandés sur Internet et avec des programmes informatiques, quoi. Donc... c'est normal que ça ait plus tellement de sens et que c'est plus tellement comme ça que les plus jeunes, encore une fois, elles souhaitent consommer la musique, quoi. Oui, je crois. Bon, après, je reste quand même... j'aime le format album, en fait. Moi aussi, absolument. C'est pas une critique et même de la qualité du truc. Ouais. J'ai tout à fait compris, mais même je vais sur Spotify, mais j'écoute un album sur Spotify. Écoute l'album, ouais. Bon, je me fais aussi des playlists quand je dois faire 4 ou 5 heures de bagnole. C'est le problème quand tu vis en Corse, tu es obligé de faire 4-5 heures de bagnole pour aller où tu veux. Pour aller où tu veux, ouais, je comprends. Non, en fait, si tu veux, un album, c'est... Enfin, moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit peu... C'est une espèce de petite tranche de vie comme ça. C'est-à-dire que pendant un moment, tu peux voir différentes périodes, différentes influences. Ah bah, sur cet album-là, ça a été plutôt ça. Là, sur cet album-là, le chanteur, il était en dépression, etc. Alors que si tu balances comme ça des chansons à droite à gauche, tu auras moins ce sentiment-là. Mais ça va être consommé plus rapidement. Après, tu as aussi... Un album, ça a aussi sa cohérence. Tu vois. Par exemple, moi, il y a certains albums, si je dis n'importe quoi, je prends la piste numéro 7... Si je l'écoute toute seule, je fais bof, mais si j'écoute l'album entier, elle passe bien, tu vois. Oui, absolument. Il y a une manière de pourquoi cette chanson-là est en numéro 1, pourquoi elle est en numéro 2, comment ça s'enchaîne, etc. Absolument, je suis d'accord avec toi. T'as une cohérence. Si on te demandait de t'occuper de la playlist punk rock du prochain Tony Hawk's, tu mettrais quoi?
Plein de choses. Disons, est-ce qu'il faudrait que je pense ça comme, ce sera ma playlist à moi pour quand je joue, ou bien il faudrait que je pense ça il faudrait que ça ait une espèce de retentissement. Est-ce que je dois penser d'un point de vue, comment dire, Tu penses comme tu veux. comme je veux? Comme tu veux. Prends ton temps, je fais un montage, t'inquiète. Est-ce que déjà tu mettrais des trucs plutôt récents ou des vieux trucs? Bah, je mettrais un espèce de mélange, en fait. Je mettrais un espèce de mélange. Maintenant, dans les Tony Hawk, c'était toujours plutôt musique alternative, donc il n'y avait pas de. Je crois qu'il y avait C'est pas juste du punk. Il y avait deux playlists. Il y avait une playlist hip-hop et punk, je crois, dans les Tony Hawk, il me semble. Ils ont commencé à séparer, par la suite, pour essayer de mettre tout le monde d'accord. J'essaierai de mettre une espèce de mix, en fait, entre. Déjà, est-ce que tu mettrais que du punk rock? Est-ce que tu mettrais que du punk rock? Ça aussi, c'est la question. Je pense pas, mais j'aurais besoin d'aide pour les trucs qui sont pas du punk rock. Parce que l'idée, si tu veux, l'idée de Tony Hawk, c'est qu'il faut mettre des trucs un peu alternatifs. Des trucs que tu trouves pas forcément ailleurs, etc. Donc, il faut essayer d'aller piocher dans les trucs qui vraiment, cette idée d'aller défricher, d'aller dénicher des trucs et de les mettre dans un produit de grande consommation, quoi. Je pense que je mettrais du Days and Days parce que c'est sur les 5 dernières années, je pense, c'est un peu le groupe, même si maintenant ils n'existent plus tellement parce qu'ils sont tous à moitié tarés. Enfin, bref, mais je pense que je prendrais une chanson d'eux au moins. Je pense que je prendrais aussi une chanson du soit Leftover Crack, soit Morning Glory, enfin les deux, Erzak et Stezaki. Bon, il y en a un qui fait plus de musique, etc. Et l'autre est devenu aussi un peu taré. Enfin, ils sont tous devenus tarés. De toute façon, c'est des gens, ils étaient pas très stables à la base, ils ont pris trop de drogue, etc. Ils toujours eu un pet au casque. Voilà, au bout d'un moment, ça s'arrête. Tu sais que ça va s'arrêter, mais enfin, c'est pas grave parce que leur musique est là pour l'éternité. C'est ça. Donc peut-être ça. Je pense que je mettrais un NoFX. Tu sais, maintenant qu'ils n'existent plus, en hommage. Allez, on fout un. Je sais pas quel morceau. Par contre, ce serait difficile à trouver le morceau de NoFX. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux pas mettre tellement. Tu peux pas mettre The Decline parce que ce serait du troll. Donc, ça serait drôle. Ça serait drôle. Je pense que je mettrais. Parce que dans les Tony. Vas-y. Dans les Tony Hawk, je crois qu'il y avait du Iron Maiden et tout. Hein. Il y avait du Kiss. Oui, après, ils ont mis du AC/DC, ils ont mis du Kiss, etc. Ouais. Trop mainstream, hein, de mon point de vue. Restons vers des trucs un petit peu plus underground. J'aime pas trop Kiss et AC/DC, mais j'aime beaucoup Iron Maiden. Oui, c'est pas un jugement de valeur. C'est plus que Iron Maiden, c'est un énorme groupe. Tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'on peut les décrire. Ils n'ont pas besoin de Tony Hawk, ça c'est sûr. Donc voilà, ils n'ont pas besoin de Tony Hawk. Ah, dans le ska, qu'est-ce qu'on peut dans un truc, peut-être du Real Big Fish dedans parce que ça passe toujours bien. C'est toujours un truc. C'est des excellents musiciens, puis ils font quand même des trucs qui te restent en tête et qui sont bien rythmés. Je pense parfait pour du Tony Hawk. Un truc un peu des 90s, tu sais, qu'est-ce que ça pourrait être? Un peu de Satanic Surfer, de la scène suédoise. Satanic Surfer, ouais, pourquoi pas du Satanic Surfer, mais tu sais, de la bonne époque. Oui. La bonne époque. Ouais, c'est une belle idée du Satanic Surfers dedans pour représenter la scène du Randy. Ou du Randy, de l'époque où ils jouaient beaucoup trop vite. Oui, j'adore ça. L'époque que j'aime. C'était l'objectif en rentrant en salle de répète. Bon, on va jouer très vite. Est-ce qu'on arrive à jouer aussi vite que ça? Ouais, tranquille. Ouais, je dirais, en tout cas, moi, je mettrais un mélange de nouveaux trucs et de trucs un peu plus vieux, quoi. Et puis, j'essaierai de regarder un petit peu la playlist du premier Tony Hawk et puis de chercher un petit peu des groupes dans ces styles-là, en fait, de rester. Parce que pour moi, c'est constitutif de l'identité de Tony Hawk. Voilà, c'est ce qui était génial dans Tony Hawk, c'est que tu pouvais écouter du Iron Maiden et tout de suite après un groupe punk pas connu du tout. Voilà, ouais, c'est ça qui était cool. L'un à l'autre, ça s'arrêtait jamais, c'était cool. Ouais. Tu as fait beaucoup de concerts? Oui, ouais. Oui, surtout quand j'étais plus jeune. Encore une fois, on en revient à ce qui a changé. Ouais. À l'époque, on parlait des albums qui avaient un prix d'entrée qui était extrêmement cher, etc. Et la musique que tu pouvais consommer c'était beaucoup plus difficile d'accès. Le truc qui était différent, c'était que les groupes ne faisaient pas leur thune sur les concerts. Donc, les concerts étaient beaucoup moins chers que maintenant.
Tu pouvais facilement trouver un concert pour 10 euros avec plusieurs groupes. Quand tu avais 20 euros, c'était parce qu'il y avait 4-5 groupes dedans, etc. Donc c'était une autre époque. Donc oui, on en a beaucoup profité. On a beaucoup voyagé, fait des concerts, fait des festivals, etc. Ça, on a énormément fait ça. Ouais, j'ai fait des trucs, des deconstruction tours dans des patinoires. Et j'ai été voir, ça a été j'ai été voir Leftover Crack en 2003 dans un squat au plein milieu de la campagne genevoise, dans une cave où s'il y avait eu la moindre étincelle quelque part, on était tous morts. Tu vois, c'est un truc que je referais pas mal quand je réfléchis. C'est arrêté d'avoir été là-dedans, mais bon, tu es plutôt petit concert ou gros festival? C'est toujours plus sympa. Ce genre de groupe-là, en fait, c'est toujours plus sympa de les avoir dans une plus petite salle, en fait. Parce que eux aussi, ils aiment bien la proximité. C'est des groupes qui ont commencé avec une certaine proximité, etc. Ils aiment bien ça. C'est pas des rock stars, tu vois. Certains le sont, mais je trouve qu'il y a toujours une meilleure énergie quand t'es plus proche du groupe, en fait, tout simplement. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Une petite salle à 30 personnes sans estrade, je suis le plus heureux. Ouais, mais parmi les meilleurs concerts que j'ai vus, c'était dans des vieilles salles où il y avait 30 personnes, comme tu dis. Il y avait pratiquement personne, mais c'était. Je me souviens j'avais vu, pour un exemple, j'avais vu un groupe qui s'appelle Strife, qui est plutôt du hardcore. Strife, ça me dit rien. C'est plutôt du metal hardcore. Okay. J'étais allé avec un ami, mais on était dans une salle où c'était une espèce de bar avec une scène sur le côté comme ça, et il y avait 40 personnes. Et la salle était pleine avec 40 personnes, tu vois. Ils avaient tout fait péter, quoi. C'était incroyable. Voilà. Il y a une proximité qui est cool. Il y a une proximité, il y a une espèce de. Tout le monde est là, et tout ceci fusionne ensemble et donne quelque chose. Même si le son est dégueulasse. C'est pas grave, c'est pas grave, ça. On s'en fout. Et le groupe qui t'a mis la plus grosse claque en live, c'est qui? Attends, il va falloir que je réfléchisse un peu. Ah, vas-y. Moi, je peux te le dire, le pire, c'est que c'est pas un groupe que j'écoute énormément. J'ai pas mal de leurs albums, mais c'est pas un groupe que j'écoute beaucoup, mais en live, ça m'a mis une grosse claque. C'est Less Than Jake. Ouais, je comprends tout à fait. Ouais. C'était la bonne humeur communicative. Les mecs souriaient, te regardaient, riaient avec toi, ils jouent. Ça chante et ça joue super bien. Ouais. Vraiment, le chant, c'est incroyable. Le bassiste, c'est un gros malade. Oui. Et là, en live, ça m'avait vraiment impressionné. Ouais, et ils sont entre chaque chanson, ils déconnent, ils envoient des vannes au public, etc. C'est un groupe qui est très très bon pour ça, en fait. C'est non seulement la performance, mais aussi maintenir cette espèce de côté un petit peu rentre dedans et proximité avec le public, quoi. Ils regardent les gens dans le public, ils s'envoient des vannes. Et pourtant, ils se vannent eux, ils se vannent les gens. Enfin, c'est super. Pourtant, c'était une grosse scène et c'était pendant le Punk in Republic Festival. Ah oui, ok, ouais. Voilà. Donc, c'était pas un truc. Et il y avait dans les groupes, il y avait Lagwagon, NoFX, c'est partie de mes groupes préférés. Et pourtant, c'est eux. C'est pour ça que je dis aux gens, même les gens, ceux qui n'aiment pas les Jack, s'ils passent pas loin de chez vous, allez les voir en concert. Ouais, il faut aller voir. C'est vraiment cool. Tu passes un bon moment, quoi. Tu passes vraiment un super moment. J'ai toujours du mal à définir, tu sais, un truc, le meilleur, mon préféré, etc. Alors, j'ai moi du mal aussi. avec ça. Donc, les tops, c'est débile, je suis d'accord. Mais vraiment, un souvenir de concert où le groupe, tu t'es dit vraiment là, c'était vraiment bien, quoi. Bah alors, écoute, moi j'aime beaucoup Leftover Crack. Moi maintenant, ce qu'ils ont fait avant, c'est vraiment le crust. Enfin, les deux premiers albums, je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Mais je les ai vus je pensais ne jamais les revoir. Je les avais vus en 2003. Je les avais vus 3 fois, je crois, au début des années 2000. Je pensais ne jamais les revoir. Et puis finalement, ils étaient revenus en Autriche en 2016. Alors le line-up avait un peu changé, il n'y avait plus Ezra, etc. Mais je m'étais dit, putain, je pensais jamais de ma vie, je pensais que j'allais les revoir, quoi. Et ils avaient débarqué et le chanteur, là, Steza, était clean à l'époque. Voilà, il avait arrêté de faire des conneries et ils avaient fait un show qui était. Enfin, c'était la folie, quoi. Ils étaient sur une scène qui était à peu près 30 cm de plus que le public. Tout le monde connaissait les paroles, tout le monde gueulait les paroles des chansons, etc. Et ils n'arrêtaient pas de filer le micro à la foule. Ils ont fait tout le répertoire. C'était fantastique. Vraiment, j'ai terminé ce concert. Là, je n'ai plus besoin de les voir de ma vie parce que c'est bon.
C'est bon, ça c'est réglé. Tu sais, le petit, le petit to-do but list sur ta feuille. Voilà, to-do list, ça c'est bon. Ça c'est bon. NoFX, j'ai toujours bien aimé en concert parce que tu sais jamais à quoi t'attendre en fait. Ah ouais, c'est qui tout double. Ils peuvent te faire le meilleur concert de la vie, mais en même temps, ils peuvent aussi arriver. Enfin, Fat Mike, moi je l'ai vu sortir de scène après 20 minutes parce qu'il pissait sur scène et il était couché sur le synthétiseur à faire pi, 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 pi. Et les autres membres du groupe avaient déjà quitté la scène. Et sur le moment, tu dis c'est un scandale, etc. 20 minutes, j'ai payé pour ça. Et puis, en fait, au final, tu t'en souviens. Ouais. Ça... Tu vois. Est-ce qu'il y a un sujet ou n'importe quoi que tu aimerais évoquer dont on n'a pas parlé? Je te pose à toi la question parce que ça m'intéresse toujours. Toi, album préféré, groupe préféré, tu citerais quoi? Alors, je vais te répondre, mais si tu me poses la question demain, autant ça sera différent. Ouais, voilà, exactement. Je comprends tout à fait. Très, très compliqué. Ça varie, mais là, en ce moment-là, vas-y. Je peux te donner des groupes qui m'ont énormément marqué. Bon, NoFX comme tout le monde, forcément. Ouais. Alors, pour la chanson, je peux te dire The Decline. Ouais, moi, je pense que c'est la chanson que j'ai. Bizarrement, c'est la chanson que j'ai dû le plus écouter au monde, alors qu'elle dure 18 minutes, tu vois. Donc, pour moi, c'est sans faute. Après, les groupes qui m'ont énormément marqué, donc Good Riddance, Satanic Surfer, bon, NoFX, Pennywise. Voilà, ça, c'est vraiment la brochette. La Guagon, c'est vraiment la brochette. Ouais, je vois. Voilà, qui condense vraiment. Après, il y a des groupes français aussi que j'ai adoré. Hein. J'ai fait une vidéo sur un groupe qui s'appelle Frégolo. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'eux. Non, c'est un groupe de ska punk qui viennent de Nice, qui m'ont énormément marqué aussi, qui ont marqué beaucoup de monde en France, même s'ils en ont pas conscience. Il y a un groupe français aussi qui s'appelle Justine, qui chante en français, des textes sublimes. Ouais. Enfin bon, voilà, je vais t'en citer 40, donc je suis désolé. C'est très très dur de choisir. Oui. Et oui, chanson préférée, forcément, ça va être The Decline. The Decline, ouais, d'accord. Okay. Parce que si tu veux, The Decline, ce qui fait la force de The Decline, c'est que tu t'es dit, ils ont fait une chanson de 18 minutes, donc il y a forcément à avoir quelque chose d'expérimental dedans. Tu ne peux pas faire une chanson normale de 18 minutes. Donc moi, ma crainte, c'était, est-ce que ça va être chiant? Et je trouve, tu peux pas enlever 10 secondes de The Decline pour moi. Il y a rien. Non, il y a rien qui est pas bien. Les transitions entre certains passages, parce que bon, c'est de la triche. Tu vois, il y a des. Ouais, oui, il y a des passages. Il y a des passages. Voilà, il y a des passages. Mais même les transitions, des fois, tu les sens pas. Des fois, elles sont naturelles. Enfin, c'est un boulot incroyable. Cette chanson, j'ai des frissons rien que d'en parler, tu vois. Donc voilà, j'ai répondu à ta question. Ouais, merci. Bon, écoute, on arrive doucement vers la fin. Ça fait un peu plus d'1 heure qu'on parle. J'espère que tu as passé un bon moment. Super moment. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours sympa d'en parler. Écoute, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, j'essaye un peu de diversifier. La dernière fois, j'ai fait le mélange punk cinéma. J'ai discuté avec un mec qui adorait le cinéma. Bon, j'adore aussi le cinéma. On a fait le parallèle avec le punk. Là, c'est le jeu vidéo. Ça fait plaisir. Donc, je te dis à plus. Merci d'être venu. Merci pour l'invitation. C'était super chouette. Voilà. Et au revoir tout le monde. À plus. Ciao. À une prochaine. Ciao. Bye bye. À une prochaine. Ciao.